Bonsoir à tous qui nous rejoignez à cette heure tardive, mais il fait encore beau, encore soleil grâce à cette saison que nous traversons et qu'on vous fait partager, qu'on vous partage avec ce beau paysage haïtien. Bienvenue à toi Nadia, qui me fait le plaisir d'être mon invitée aujourd'hui. Alors, je ne fais pas souvent des interviews, ça fait longtemps que j'en avais pas faites, comme je te l'ai dit hors antenne. Et en fait, il me tenait à cœur de t'accueillir et de t'entendre et que tu nous partages ton expérience, ton analyse sur ton pays d'origine, Haïti, qui, je l'ai découvert en faisant mes petites recherches, occupe la même surface que la Belgique où tu vis. C'est à peu près 30 000 km², un peu moins, et qui a le même nombre d'habitants que la Belgique, donc 11 millions et quelques. Voilà, il y a des belles similitudes. Donc toi, tu es né en Haïti et tu vis en Belgique. Et tu as travaillé plusieurs années en Haïti, tu nous en parleras. Et tu m'as contacté donc au mois de mai de cette année pour me parler de ton association Couleurs d'Haïti et pour me dire que la situation là-bas est plutôt catastrophique. Alors, ça ne m'étonne pas tellement au vu de tout ce qui s'y est passé. On rappelle que le 12 janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre qui a fait trembler la terre entière, surtout au niveau des demandes de dons et d'aide. On en a entendu parler partout. Et on se demande tous, en tout cas moi je me le demande, ce qu'est devenu cet argent qui a été versé, je crois plus de à peu près 6 milliards de dollars qui ont été versés pour Haïti, pour aider Haïti, qui manifestement est toujours dans une situation peu enviable. Voilà Nadia. Donc j'aimerais que tu nous fasses une petite présentation de ta personne. Alors je sais que tu es formatrice, que tu as été formatrice d'adultes en Haïti notamment, et que tu as eu une intoxication métaux lourds, c'est ce que tu m'as confié, et que maintenant tu te consacres pleinement à tout ce qui concerne ta terre natale et à faire connaître ce qui se passe là-bas pour essayer d'améliorer la situation. Bienvenue Nadia, et si tu veux bien nous dire quelques mots, et bien avec plaisir. Merci beaucoup Chloé et bonsoir à tous. Mais donc voilà, moi c'est vrai que j'ai eu envie de parler d'Haïti. Parce que la situation est très grave là-bas et j'ai fait un voyage l'année passée au mois de décembre 2023, janvier 2024 et la situation m'a vraiment alarmée. Moi, j'y ai vécu jusqu'en 2018 et la différence que j'ai vue en quelques années était vraiment frappante, marquante. Et j'ai eu envie de montrer comment le faux narratif, en fait, qui permet à cette situation de perdurer. Et donc, j'ai commencé à faire des interviews d'amis. Je trouvais que ce qu'ils avaient à dire était tellement intéressant. Et c'est comme ça que j'ai commencé le site Couleurs d'Haïti pour justement apporter une information de qualité, une information réaliste aussi, et aussi montrer le visage d'Haïtiens sur place, des professionnels qui travaillent, qui sont engagés, qui sont impliqués là-bas. Et c'était vraiment mon objectif. Et donc, merci beaucoup, Chloé, de donner une voix à tous ces porteurs de projets, à toutes ces personnes là-bas. Mais je t'en prie, Nadia. Et ce qui m'a frappé aussi en regardant un petit peu, en étudiant l'historique d'Haïti, c'est que c'est la première terre d'esclaves qui s'est libérée. Donc c'est la première révolution d'esclaves qui a réussi en 1804, après 13 ans de conflit contre les Français et voilà, qui avait pris le dessus sur les Espagnols qui avaient d'abord colonisé l'île, qui était la première découverte, je crois, de Christophe Colomb en 1492. Et donc le mot Haïti vient du nom originel
de cette île, je crois. Hein. C'est l'un des noms qui était donné avec l'écriture, avec l'orthographe que tu as sur ton site. Donc A-Y-I-T-I, c'est ça? Exactement, mais ça c'est comment c'est l'orthographe en créole. Voilà. Je sais pas comment est-ce que les Taïnos, etc. écrivaient à ce moment-là. Mais donc Haïti, c'est en effet, ça vient de l'héritage amérindien, puisqu'en fait la culture haïtienne est un mélange, hein, puisque il y a eu vraiment une rencontre de plusieurs, enfin de beaucoup de cultures différentes. Mais à la base, il y avait les Amérindiens qui étaient sur le territoire et qui ont, qui ont accueilli Christophe Colomb et son équipe. Alors Christophe Colomb a d'abord débarqué sur une autre île, mais Haïti, c'est vraiment la première colonie occidentale. C'est vraiment la première colonie. Et depuis pendant donc de 1480, donc un peu plus tard, je dirais, puisqu'il y a eu d'abord une époque où ce n'était que les Amérindiens qui étaient sous esclavage. Donc, Exact. une fois qu'ils ont été complètement décimés ou presque complètement décimés, il y a eu un apport d'esclaves venant de l'Afrique et il y a eu vraiment une fusion justement entre la spiritualité amérindienne et la spiritualité africaine qui a donné le vaudou haïtien qui est spécifique et qui a permis la prise de l'indépendance. C'est vraiment le vaudou qui a permis cette prise d'indépendance. D'ailleurs, la cérémonie du bois caïman, c'est la cérémonie vraiment qui a permis cette prise d'indépendance. Donc tous les nègres marrons, donc tous les esclaves qui étaient révoltés, enfin qui étaient en révolte et qui s'étaient enfouis dans des plantations et qui avaient vraiment commencé à se rebeller déjà, à préparer la rébellion. Ils ont fait un pacte donc vivre libre ou mourir. Et donc c'est vraiment une phrase très importante autant pour le vaudou que pour les Haïtiens que pour la révolution haïtienne. Moi, je propose qu'on regarde déjà sur la carte, parce que si, comme moi, vous n'êtes pas très doué en géographie, vous voyez, ça, c'est Haïti qui partage l'île Hispaniola avec la République dominicaine, donc c'est la même île au sud des États-Unis, donc vers la Floride, un petit peu après Cuba. Donc, et si on grossit, ça donne ça. Voilà. Vous voyez, Haïti occupe un tiers de l'île et la République dominicaine occupe les 2 tiers à l'est. Et vous verrez qu'il y a de grandes différences entre les deux patries, l'une francophone, indépendante, et l'autre hispanophone, République dominicaine. Je vous propose aussi, si tu es d'accord, Nadia, et si vous êtes d'accord, vous qui nous regardez, de regarder cette petite vidéo qui récapitule les problèmes que tu m'as comptés, que tu m'as expliqués en Haïti. Et puis, on reviendra sur ces problèmes et sur un petit peu l'historique, comment on en est arrivé là. Si tu veux bien, après ce petit film de 4 minutes 31, tout de suite. Un pays peut être représenté comme un véhicule avec ses 4 roues. Justice, économie, social et environnement. Prenons l'exemple d'Haïti. Les 4 roues semblent détériorées et dysfonctionnelles. Pourtant, le véhicule avance. Comment? Avec des roues dans quel état? Et vers quelle destination? Regardons de plus près. Nous pouvons voir à l'extérieur du véhicule une foule qui grossit au fur et à mesure que les roues et le véhicule se détériorent. Chacun est alors contraint de pousser de toutes ses forces pour contrer l'inertie due aux roues usées en attendant qu'elles soient remises en service. La question à se poser est la suivante. Si c'est la population qui pousse, pourquoi ne va-t-elle pas dans une direction en faveur de sa culture, de sa prospérité et de son environnement? Déjà, nous pouvons voir que nous sommes sur une île et que c'est difficile d'en sortir. Comme toutes les îles, elles se transforment en prison quand la situation dégénère. Si nous zoomons, nous pouvons voir à l'intérieur de ce véhicule
à un décor luxueux et quelques personnes qui se laissent pousser tout en se félicitant de la direction prise qui remplit leur compte en banque. Nous pouvons également voir qu'il n'y a pas de volant car ces personnes l'ont vendu au plus offrant. Dans la foule qui pousse le véhicule, quelques personnes poussent dans un sens nouveau et donnent toute leur énergie pour essayer d'amener leurs concitoyens à modifier la trajectoire et à prendre une direction qui reflète leur vision du développement. Cette situation soulève plusieurs questions. Comment cette dynamique se maintient-elle dans le temps? Qui contrôle vraiment la direction? Qui possède le volant? Maintenant, appliquons cette métaphore à l'Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. À un véhicule dont les roues semblent fonctionnelles, même si chacun sait qu'elle mériterait un bon entretien. Ici, la population se trouve à l'intérieur et est installée confortablement. Son confort fait qu'elle ne ressent pas le besoin de savoir où se dirige le véhicule, ni qui le conduit. Les personnes se plaignent parfois pour demander un peu plus de sécurité et ont l'illusion que la liberté se réduit à la possibilité d'augmenter leur confort. Cela est dû en partie au fait qu'aux fenêtres, des écrans décrivent une vision du monde extérieur dans laquelle l'Occident est l'apogée du progrès et du développement. Certaines personnes ont essayé de sortir car elles ressentaient un mal-être quant à cette vision. Ce faisant, elles ont pris conscience que c'est très difficile. Ce qui conduit le véhicule fait tout pour que personne ne sorte et que personne n'ait envie de sortir en donnant abondamment du pain et des jeux ou des sanctions. À l'extérieur, ces personnes ont découvert un monde très différent avec de la lumière et des couleurs. Elles ont l'impression qu'avant, elles vivaient au milieu d'ombres projetées sur un mur qui leur donnaient l'impression de la réalité. Elles sont tellement étonnées de ce qu'elles ont découvert qu'elles retournent à l'intérieur pour informer les autres et leur montrer la sortie, souvent en vain. Au dehors, elles voient surtout que la direction prise par le véhicule déconnecte toujours davantage les gens d'eux-mêmes et des autres. Aujourd'hui, cette métaphore est toujours d'actualité. Mais la dynamique s'est modifiée avec l'arrivée massive des écrans et des réseaux sociaux. Maintenant, autant les citoyens haïtiens que les occidentaux ont de plus en plus de difficultés à faire vivre leur culture, à coordonner des actions collectives car chacun est enfermé dans sa bulle algorithmique dans laquelle l'identité et la démocratie culturelle se meurent à petit feu ou à grands pas. Nous devons nous mobiliser pour avoir d'autres dirigeants que nous méritons et à partir de visions communes, de visions concertées qui reflètent nos aspirations. Voilà, un petit résumé pour ceux qui débutent, dont moi, et pour avoir une vue d'ensemble. Alors, quel est le problème principal, tu dirais, Nadia? Et peut-être fais-nous un petit peu l'historique avec l'influence de la dynastie Duvalier, qui a quand même régné comme des rois, en fait, entre 1957 et 1986, 30 ans. Avec des personnages qui se sont qui ont été proclamés président à vie, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se passe depuis le tremblement de terre, si tu arrives à nous en dégager les principales lignes? En fait, le principal problème en Haïti, c'est un faux narratif qui se perpétue depuis maintenant très très longtemps. Et ce faux narratif, en fait, sert les intérêts d'une petite élite haïtienne et de certaines puissances étrangères. Et en fait, bon, le problème va beaucoup plus loin, évidemment, parce qu'en fait, c'est cette ingérence étrangère qui est multiple, hein, d'accord? Donc, c'est une ingérence autant politique. Donc, on a pu le voir, par exemple, après le tremblement de terre, le président qui a été élu, c'était après qu'il y ait eu vraiment une interférence claire de Hillary Clinton dans le processus démocratique. Donc, voilà, il y a eu cet événement-là. Donc, il y a aussi l'ingérence économique
Et donc l'ingérence économique est là depuis aussi très longtemps. Et c'est principalement en fait au moment des Duvalier, d'accord? C'est au moment en fait de Jean-Claude Duvalier, donc le fils de François Duvalier, qui a été président de 71 à 86, que toute la politique néolibérale s'est mise en place et que que tout le système de développement économique anti-paysan s'est mis en place. Donc il y a eu plusieurs comment je dirais étapes. Et avant le tremblement de terre, il y avait déjà énormément d'ingérence qui a commencé en 1915, enfin bien qu'elle était déjà là avant, mais l'ingérence américaine a vraiment commencé en 1915 où le président a décidé de venir envahir Haïti avec des Marines et cette ingérence a quand même eu comme conséquence un traité. Alors, le traité en lui-même, en fait, c'est que premièrement, les États-Unis pouvaient gérer les finances d'Haïti. Deuxièmement, ce traité disait aussi que c'était les États-Unis qui géraient la douane. Que les forces armées étaient sous contrôle américain. Donc, en fait, c'est une ingérence totale. Ah oui. Donc, c'est vraiment une ingérence totale. Et en plus militaire. Donc, il y avait vraiment des militaires. Et quels militaires sont venus en Haïti pour faire régner l'ordre? Ben, comme c'était en 1915, il y avait toujours la ségrégation raciale aux États-Unis. Ben, en fait, ce sont des Marines qui étaient vraiment très racistes aussi qui sont venus en Haïti. Et il y avait, donc, ils ont même instauré un genre de ségrégation en Haïti. Donc, dans un pays, en fait, qui s'est quand même défendu pour sa liberté, etc. Donc, c'est un peu le début de l'ingérence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette occupation américaine. Et oui, donc en fait, ils sont venus d'abord avec une ingérence militaire et économique par rapport à tous les problèmes qu'il y a eu avec la destitution d'Aristide, etc. Là, en fait, ils ont mis en place une opération qui s'appelle Hold On Démocratie ou quelque chose comme ça. Ils ont mis en place cette opération et à partir de ce moment-là, leur ingérence est devenue humanitaire. Donc, en fait, ils ont envoyé 20 000 militaires à ce moment-là, donc pour rétablir Aristide. Et pendant ce moment-là, en fait, ils ont aussi envoyé de l'aide humanitaire, etc., pour justifier leur présence. Mais c'était quand même une justification d'une ingérence énorme, puisque c'était militaire, humanitaire, économique aussi, parce que au moment où c'était la dynastie des Duvalier, ce qui s'est passé, c'est Jean-Claude Duvalier a accepté d'abord en fait la dette du FMI et de la Banque mondiale. Donc ça, c'était déjà la première étape qui a vraiment mis Haïti dans une situation très catastrophique. Donc déjà, Haïti sortait de la double dette illégale de l'indépendance qu'elle a payée. En fait, Haïti a payé cette dette jusque 1952, je pense. Donc il y avait cette dette qui a commencé en 1825 jusque donc en 1952. Ensuite, arrive François Duvalier qui contracte une dette avec le FMI et la Banque mondiale. Et puis après, avec 2010, etc. Là, il y a toute l'aide humanitaire qui a été complètement détournée. Donc ça fait quand même pas mal de milliards qui sont mis sur la table et qui n'ont pas profité au peuple haïtien. Donc voilà, et là, voilà, c'est bien avec cette image-là. Ce qui est fou avec ce narratif, c'est que l'ONU, malgré, en fait, pour l'instant, il y a un rapport qui dit il y a un crime contre l'humanité en Haïti pour l'instant. Donc en fait, c'est un article qui s'appelle Killing with Impunity, qui a été fait par le Harvard Clinic School of Law ou quelque chose comme ça. Et donc là, en fait,
pour eux, ils ont vraiment analysé dans ce rapport qu'il y a un crime contre l'humanité pour l'instant en Haïti. Et ce crime contre l'humanité qui est là, qui en fait l'ONU ne le dénonce pas. L'ONU n'a pas pris une décision pour dire que effectivement il y a un crime contre l'humanité en Haïti, parce que là pour l'instant vraiment ça fait plusieurs années que les gangs armés ont fait une coalition entre eux, mais c'est très très grave en fait, hein, c'est très 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 grave. Donc c'est une coalition entre plusieurs gangs armés, donc groupes armés qui maintenant sont appelés terroristes. Donc c'est déjà un changement, je dirais, dans la dynamique. Ils sont appelés des terroristes. Et donc, ces gangs armés, en fait, dans cette coalition, ont vraiment pris la population en otage. La population est en otage, mais principalement dans la capitale. Donc, toutes les voies de sortie et d'accès sont fermées. Et donc, pour entrer et sortir, c'est très compliqué. Pour tout ce qui est aussi le transport des marchandises, c'est très compliqué. Et toute la vie a vraiment augmenté du fait de ces rackets qui se passent. Et là, pour l'instant, cette coalition de groupes armés a aussi est maintenant aussi plus dans les provinces qu'avant. Donc, il y a eu vraiment un accroissement et pourtant, l'ONU n'affirme toujours pas qu'il y a un crime contre l'humanité alors que il y a des kidnappings, il y a des viols en série, il y a des meurtres régulièrement. Il y a vraiment une population des déplacés, on se compte il y a plus d'1 million de déplacés à l'heure actuellement en Haïti. Donc c'est énorme, plus toutes les personnes qui ont émigré, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc là, l'ONU devrait réagir. Je pense, ce serait vraiment une des choses indispensables de pouvoir vraiment affirmer il y a un crime contre l'humanité contre le peuple haïtien. Et par rapport aussi aux actions de développement et aux actions humanitaires, à la coopération humanitaire, etc., je pense que, c'est pas que je pense que, c'est que en fait, Haïti, le problème principal en Haïti, c'est que Haïti est une plaque tournante, d'accord? C'est une plaque tournante pour tous les trafics, et ce, justement depuis principalement Jean-Claude Duvalier. Donc c'est plus ou moins dans les années 80, années 70 que Haïti est devenue une plaque tournante pour le trafic d'êtres humains, pour le trafic d'armes, pour le trafic de drogue, pour tous les trafics illégaux. Donc, en fait, si vraiment les instances internationales voulaient aider Haïti, premièrement, les problèmes haïtiens qu'on dit haïtiens ne sont pas haïtiens, ils sont internationaux. Donc, ce n'est pas en fait au peuple haïtien qui est sans gouvernement depuis 2021, donc donc depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a plus de gouvernement. Donc, ce n'est pas au peuple haïtien de se défaire de groupes armés qui participent à des trafics illicites au niveau international. Donc, ce serait vraiment une instance internationale qui devrait faire cette action-là pour l'instant. Et beaucoup de problèmes viennent de là. Donc, en fait, du fait qu'Haïti est une plaque tournante. Tout ce qui est la corruption, tout ce qui est en fait l'insécurité, la violence, etc., ça fait partie du fait que Haïti est une plaque tournante depuis déjà très longtemps. Et donc là, si vraiment il y avait une volonté, si vraiment il y avait une volonté de faire quelque chose pour Haïti, premièrement, ce serait soit de régler ce problème de trafic international, ou bien soit de mettre la population haïtienne à l'abri de ce trafic-là. Voilà, là je suis sur la page de Jovenel Moïse, qui faisait partie des rares chefs d'État qui étaient conscients que l'OMS n'était pas dans la bienveillance avec la vaccination mondiale, etc., et qui a été assassiné il y a 4 ans et 1 mois, le 7 juillet 2021. Oui, c'est ça, 2021. Après le président de Tanzanie, le président du Burundi, rappelez-vous, qui n'était pas non plus très en faveur de ces vaccins expérimentaux.
Et puis, où est-ce qu'on voit ça? Je voulais voir l'assassinat. Voilà, assassinat et crise de succession, funérailles et enquête. Alors, il semblerait, d'après en tout cas cette page Wikipédia, que des mercenaires liés au FBI et au DEA, DEA c'est le Drug Enforcement Administration, qui s'occupe du trafic de drogue aux États-Unis, seraient derrière cet assassinat. Et depuis, effectivement, il n'y a plus de gouvernement, de président. Il y a eu un président ad intérim, je crois, pendant un petit moment. Oui, voilà. Mais qui maintenant n'est même plus Premier ministre. Maintenant, il y a un Premier ministre, hein, il me semble, en Haïti. Il y a eu des changements, mais en fait, il n'y a toujours pas eu d'élection. Donc, voilà. Il n'y a toujours pas eu d'élection. Mais le pays ne le permet pas, l'état de le pays ne permet pas des élections. Et ce que tu dis, je trouvais très intéressant parce que tu parlais du FMI, de la Banque mondiale, qui nous disait John Hopkins, qu'est-ce que je raconte? John Perkins, je confonds avec l'institut qui s'occupe d'Event 201. John Perkins, c'était un assassin économique. Et il a écrit un livre sur les... je sais plus exactement le titre parce que là, je vais le retrouver. En plus, je l'ai lu plusieurs fois. En tout cas, ça parle de l'assassin économique qui vient dans les pays à fortes ressources, qui sont appelés à tort sous-développés ou du tiers-monde, et qui extorque une promesse de s'endetter auprès du FMI, de la Banque mondiale, les confessions d'un assassin économique, et si la personne refuse de se laisser endetter, eh bien, cette personne mystérieusement disparaît dans un accident d'avion, avec un arrêt cardiaque, comme ça s'est passé au Burundi et en Tanzanie pour les présidents qui refusaient l'injection Covid. Et là, je vais vous montrer la couverture du livre. Pardon, ça n'est pas celle-ci. Celle-ci, je l'enlève. Et je vous ajoute la couverture du livre que vraiment je vous encourage à lire, que j'ai lu il y a quelques années, mais qui s'appelle donc Confession d'un assassin économique. John Perkins, qui date de 2016 et qui explique vraiment le processus de mise sous tutelle ou de bâillonnement fatal des dirigeants des différents pays qui sont aidés par le FMI. Et voici la couverture et la Banque mondiale. Donc, ils endettent leur pays et ensuite, ils doivent appliquer les mesures d'austérité, les votes à l'ONU, toutes les directives de l'ONU finalement, qui sont guidées par FMI et Banque mondiale. Voilà, confession d'un assassin économique. Voilà, donc c'est un peu aussi tout ce que décrit Naomi Klein dans la stratégie du choc. C'est un peu ce qu'elle décrit. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça s'est passé en Haïti. Ça se passe en fait dans tout ce genre de pays où il y a ce qu'on appelle la misère. Mais la misère, c'est toujours le résultat de choix. C'est toujours le résultat de politiques économiques désastreuse pour la population et qui n'a d'intérêt que pour très peu de personnes en fait. Et c'est tout un système aussi parce que ces politiques économiques, en fait, à quoi elles servent? En fait, elles servent à pouvoir exploiter toutes les ressources minières et autres, en fait. Et donc, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel les richesses qui pourraient servir aux populations sont détournées, en fait. C'est vraiment exactement. Ça fait partie d'ailleurs du deal que décrivait John Perkins dans ce livre. C'était l'endettement versus tu me donnes tes ressources, tu me donnes tes minerais, tu me donnes toutes tes richesses et après tu deviens un pays pauvre et on te dit que tu es sous-développé. Et surtout, pour pouvoir extraire tout ce qu'on a à extraire, ce seront les entreprises de mon pays qui vont venir, ce sera pas les entreprises. Exactement. Tu dois il y a des clauses. Faire appel aux entreprises américaines, en tout cas avec son travail à lui, John Perkins, il expliquait ça. Ouais, c'est bien huilé ce système. Et puis alors depuis la fin de la présidence, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu m'as parlé des gangs. Est-ce qu'il y a des choses
est-ce que tu as remarqué une accélération de la délinquance ou des menaces ou des conflits ou des meurtres ou des violences depuis 2021, depuis que le dernier président n'est plus en place? Oui, ben oui, il y a vraiment eu une augmentation du fait qu'il y a eu cette coalition des gangs, des groupes armés. Donc, il y a vraiment eu, et ils ont augmenté leurs moyens. Donc, moi, mes amis là-bas me disaient, mais voilà, maintenant, ils ont des drones, ils ont enfin, ils avaient déjà des machines de guerre, enfin, des armes de guerre, mais voilà. Donc, en fait, ils se sont équipés et ce qui a fait que, ils ont pu étendre leur territoire. Ils se sont équipés, ils se sont aussi regroupés et donc, avant ils avaient quelques quartiers dans la capitale et puis c'est devenu de plus en plus et puis après maintenant ce sont les villes de province. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus systématique maintenant, voilà, et la population résiste, hein, donc vraiment il y a des brigades de défense civile qui s'organisent, qui montent la garde la nuit, qui mettent des barricades. Donc, il y a vraiment toute une résistance énorme que les médias ne montrent pas. Et donc, quand on montre la violence, on montre ces gens qui manifestent ou bien ces gens qui essayent de se défendre, mais on ne montre pas la violence de tout ce système corrompu. Et donc, voilà. Donc là, la situation s'aggrave et il y a eu vraiment aussi tout l'exode, je dirais, l'émigration aux États-Unis avec le programme Biden. Donc le programme Biden, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a commencé, mais il a duré plusieurs années. Et donc c'était pour 5 pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine, dont Haïti, c'était l'ouverture des frontières et donc pas besoin de visa, pas besoin de justificatif vraiment pour rejoindre les États-Unis. Et donc, il y a eu une exode mais massive à ce moment-là et Haïti s'est vraiment retrouvé en difficulté parce que faire fonctionner un hôpital avec la moitié du personnel ou une école, une université, etc., voilà, c'était vraiment la moitié et parfois plus que la moitié du personnel qui manquait. Donc, faire fonctionner des institutions et des organisations comme ça, ce n'était plus possible. Donc, il y a eu vraiment plusieurs facteurs qui ont été vraiment difficiles. Et donc là maintenant, il y a comment la politique contraire de Trump qui vient de dire bon, on arrête l'immigration massive comme ça, mais la situation en Haïti n'est toujours pas réglée. Donc, où vont aller ces personnes? D'ailleurs, Port-au-Prince est fermé, donc pour aller à Port-au-Prince, maintenant, il faut prendre un hélicoptère et ça coûte super cher. Donc, à moins que récemment, peut-être, il y a eu une ouverture. J'ai entendu quelque chose par rapport à l'aéroport, mais jusqu'à il y a peu, il fallait prendre un hélicoptère pour quitter Port-au-Prince. Donc, c'est des conditions vraiment compliquées. Donc voilà, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. Donc toi, tu penses quoi de cette politique anti-migratoire de Trump qui explique qu'il ne veut plus que les personnes qui sont en Amérique du Centre ou les Antilles puissent venir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, selon toi? En fait, c'est une bonne et c'est une mauvaise chose, je dirais, parce que c'est une bonne chose parce que vraiment ce drainage massif comme ça, c'était vraiment trop, mais d'un autre côté, qui peut reprocher aux Haïtiens de vouloir partir et quitter cet enfer? Donc, mais d'un autre côté aussi, moi, les quelques amis avec lesquels j'ai discuté qui ont émigré aux États-Unis, ils n'étaient pas confortables non plus. Donc, c'était vraiment compliqué pour certains d'entre eux. Et donc, voilà. Donc, d'un autre côté, ça peut être bien une immigration pensée avec avec une prise en charge, quelque chose. Mais là, voilà, je peux pas condamner toutes les personnes qui sont parties et je peux pas me dire que voilà. Après, je pense aussi que Trump, son optique, c'est aussi de peut-être se protéger et protéger son pays parce que Haïti est quand même, il y a quand même pas mal de criminels en Haïti. Donc, premièrement, il y a eu des criminels qui ont été libérés sous plusieurs administrations américaines qui ont rejoint Haïti et qui
maintenant forment ces groupes armés. Il y a eu des criminels aussi, parce que les groupes armés en Haïti ont fait plusieurs opérations où ils ont attaqué des prisons et donc où ils ont libéré tous les prisonniers en Haïti. Donc, ben voilà, donc je pense aussi que, en plus, en qualifiant de terroristes certains groupes armés, je pense que la politique de Trump, c'est une politique protectionniste. Ben, moi, c'est ça qui me semble, et on ne peut pas le blâmer. Mais d'un autre côté, voilà, c'est difficile, je trouve, de trancher cette question. Et par rapport au trafic d'enfants, parce que c'est quand même assez actuel, maintenant de plus en plus de personnes se rendent compte de la pédocriminalité mondiale, institutionnalisée et facilitée avec les pays, des pays comme Haïti. Est-ce que tu penses que c'est en voie de se résoudre ou est-ce que c'est toujours aussi fort? Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à ça? Ben, moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'il n'y a pas encore très longtemps, je pense que c'était le rapport de 2023, ben, Haïti, c'est le deuxième pays où il y a le plus de trafic d'êtres humains dans les Amériques en termes de prévalence. Donc, c'est-à-dire, si on prend le ratio entre le nombre total de la population et le nombre de personnes trafiquées, ben, Haïti est le deuxième pays dans toutes les Amériques. Donc, c'est énorme. Et ce que, par exemple, l'UNICEF ou des organisations comme ça disent, c'est que dans le trafic humain, en général, il y a plus ou moins un tiers d'enfants. Donc, ça veut dire que c'est énorme, en fait. Et donc, le problème est toujours d'actualité puisque les groupes armés sont toujours là. Et tant qu'il y a de l'instabilité, de la pauvreté un État faible, ben c'est le terrain parfait pour faire du trafic d'enfants, en fait. Il y a tellement d'enfants qui sont dans les rues pour l'instant, puisque les gangs armés, une de leurs activités, ben, c'était de brûler les maisons ou bien de mettre les gens en dehors de chez eux. Donc, il y a eu vraiment énormément de personnes déplacées, et dans toutes ces personnes déplacées, il y a évidemment beaucoup d'enfants. Alors, donc voilà, donc je pense pas que le problème est en train de se résoudre. Donc peut-être avec la politique de Trump de fermer les frontières, etc. Peut-être qu'il y aura quelque chose, mais voilà, ça je peux pas le dire. Parce que les frontières ouvertes, ça n'aidait pas non plus. Avant, avec les frontières totalement ouvertes, la politique de Biden, je pense que ça a aussi encouragé ce trafic d'êtres humains et ce trafic d'enfants. Donc, est-ce que le fait de fermer les frontières, ça va un peu limiter? Voilà, ça c'est... L'avenir nous le dira. Revenons sur le tremblement de terre donc de 2010, du 12 janvier 2010. Là, l'ONU a rendu hommage, c'était un article qui date de 2023, là, sur son site, aux victimes de 2010, qui ont fait 280 000 morts et je crois autant de blessés. Donc, c'est pas un petit truc. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tremblement de terre et qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent des ONG, des institutions et de la fondation qui est arrivée à la fondation Clinton notamment. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu sais de ce qui s'est passé réellement avec ces aides, entre guillemets? Ben, ce que je peux dire, c'est que moins d'1% est allé au service public d'Haïti. Et donc ça, c'est extrêmement grave parce que et donc il y avait plus ou moins 6 milliards qui ont été récoltés. Alors, Bill Clinton était co-directeur d'une commission qui s'occupait de gérer l'argent de récolté pour ce tremblement de terre en partenariat avec Hillary Clinton et la fondation Clinton. Et donc, cet argent, en fait, ce que je sais, c'est que donc sur ces 6 milliards, ben normalement tu as une photo avec la Croix-Rouge, oui, la Croix-Rouge américaine qui a récolté un demi-milliard et qui a construit 6 maisons. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Là, j'ai la Croix-Rouge, voilà. Voilà comment la Croix-Rouge a récolté un demi-milliard de dollars pour Haïti et construit 6 maisons. Elles sont bien ces maisons, elles sont un peu chères, hein. Voilà, exactement, mais c'était vraiment une honte, c'était vraiment honteux. Et donc en fait, ben Hillary Clinton et Bill Clinton, ben en fait ce qu'ils ont fait, c'est que l'argent qu'ils ont récolté, il y a une partie qui a été
à une entreprise américaine qui avait justement, lors de l'ouragan Katrina, au sud des États-Unis. En fait, c'est une entreprise qui avait été jugée comme frauduleuse et cette entreprise a été engagée par les Clinton pour donner le service que les États-Unis avaient refusé pour cause de fraude. Et donc, et c'était en fait donc juste un transfert de fonds, voilà. Et parce que cette entreprise même n'a même rien fait en Haïti vraiment. Donc voilà. Donc il y a eu ça. Il y a eu le fait aussi qu'ils ont construit un centre où soi-disant ça allait faire 30 000 emplois ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a eu maximum 6 000 emplois. Donc c'était vraiment vraiment très très grave. Donc c'était une usine de manufacture, etc. Donc ça a même ça a même mis les Haïtiens en difficulté parce que en fait certains ont été se présenter, etc. Il y avait un espoir par rapport à ça. Qui a été vraiment déçu puisqu'ils ont engagé moins de 5 fois le nombre d'Haïtiens qu'ils avaient dit. Et donc aussi, après le tremblement de terre, ils ont eu par exemple des projets comme un hôtel, tu vois, un hôtel, mais un hôtel, en fait, les revenus de cet hôtel n'allaient qu'à des entreprises privées. Donc voilà, c'était les idées qu'ils ont eues avec les 6 milliards. C'était ce genre d'idées qu'ils ont eues. Et donc la population, moi j'ai été quelques années après, il y avait toujours des gens sous les tentes, il y avait toujours des camps de réfugiés, il y avait toujours des débris. Donc c'est tellement honteux, quoi. C'est vraiment honteux. Donc l'argent, n'en ont pas vu la couleur et c'est 1%, donc 1% de 6 milliards, hein, ça fait 60 millions, oui, c'est ça, 60 millions de dollars. Qu'est-ce qui a été, à quoi ça a servi finalement? Il n'y a pas eu grand-chose, hein, parce que en fait, le problème avec l'aide humanitaire, c'est que s'il n'y a pas des institutions publiques assez fortes pour porter les projets, parce qu'en fait, l'humanitaire, normalement, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, les projets. C'est pas des projets de 50 ans, de 100 ans. 15 Donc, ans. voilà. Donc, voilà, la seule façon pour que un projet humanitaire puisse aboutir, c'est qu'il y ait des institutions qui puissent prendre le relais. Et donc là, en donnant moins d'1% aux institutions publiques qui étaient déjà très faibles avant le tremblement de terre, c'est ça, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu d'institutions publiques fortes en Haïti. Donc, et là, c'était pire que tout. Après le tremblement, avant le tremblement de terre, c'était déjà pas joyeux, mais après le tremblement de terre, il y avait tout qui était détruit. Donc, c'était vraiment la priorité, ça aurait été de renforcer les institutions publiques, renforcer la gouvernance, renforcer les infrastructures, toutes les infrastructures pour que Haïti puisse développer sa souveraineté et développer le pays, parce qu'il y avait un élan de solidarité entre les Haïtiens eux-mêmes qui aurait pu être porteur, qui aurait pu mener à des actions collectives, etc. Toute cette solidarité a été balayée avec l'arrivée, je pense, de 22 000 soldats américains et acteurs de la coopération internationale. Donc, il y a eu vraiment l'arrivée massive comme ça d'Américains qui sont venus après le tremblement de terre pour gérer un peu toutes ces actions-là, en fait. Hein. Là, vous avez un récapitulatif de l'ingérence américaine depuis 1915 en Haïti. Et là, on voit en 2010, effectivement, envoi de 22 000 soldats pour l'aide humanitaire, contrôle de l'aéroport de Port-au-Prince, donc la capitale d'Haïti. La reconstruction est planifiée via la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH, co-présidée par Bill Clinton. Ce tableau-là, cette frange historique, c'est qui l'a faite? C'est moi qui l'ai faite, et oui, donc elle est sur mon site dans un article qui s'appelle Ingérence versus souveraineté, et donc où je décris un peu, en fait, l'ingérence étrangère,
c'est un couple, hein, parce que la corruption, pour qu'il y ait corruption, il faut corrupteur et corrompu. Donc l'ingérence étrangère, c'est un couple avec l'élite corrompue d'Haïti, qui est une petite partie de l'élite. Hein. Donc il y a des personnes de l'élite haïtienne qui ont une vision, qui sont vraiment très très intéressants et engagés pour Haïti. Mais il y a une petite partie de cette élite haïtienne qui a décidé en fait de vendre Haïti, c'est-à-dire que voilà, pour qu'il y ait ingérence, il faut qu'il y ait des personnes qui acceptent d'aller contre les intérêts de tout un peuple. Il faut de la trahison, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un trafic, je dirais non, il y a des accords commerciaux entre Haïti et les États-Unis, par exemple? Oui, il y en a encore. Alors moi, je n'ai pas tous les détails en tête, mais en fait, pour l'instant, ce sont les États-Unis et la République dominicaine qui sont les plus gros importateurs en Haïti. De Donc moi, matières premières, d'alimentation, de canne à sucre, de café non, aussi. ce sont les États-Unis et la République dominicaine qui importent en Haïti. Ah, pardon, d'accord. Oui, tu vois, dans Il l'autre sens. Donc n'y a, pas d'exportation d'Haïti, il n'y a plus de il y a culture. très peu. Donc vraiment, c'est dérisoire par rapport, parce qu'en fait, la situation de pauvreté et de misère d'Haïti ne date pas d'il y a si longtemps que ça, parce que dans les années 70-80, Haïti était encore autosuffisant dans la majorité des denrées de base. Donc c'était 80% du riz qui était produit en Haïti était consommé sur place. Donc c'est vraiment avec la politique de Jean-Claude Duvalier que tout ce système a été déconstruit, etc. Donc avant, oui, avant, il y avait beaucoup plus d'exportation et il y a eu un déséquilibre qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus d'importation et c'est comme ça que, comme Haïti est principalement rural, donc surtout là, dans les années 80, etc., c'était pratiquement 80% de la population qui était toujours rurale. Donc, c'est-à-dire mettre en place un système anti-paysan à ce moment-là, c'était la porte ouverte à toute la pauvreté et la misère. Donc, il y a eu des choix politiques qui ont mené à la situation actuelle parce que Haïti était autosuffisant dans les denrées de base dans les années 70-80. Est-ce que tu sais, voilà. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé, cette politique anti-paysan? Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les paysans? Est-ce qu'ils ont tué leur cheptel comme ils le font en ce moment en France, par exemple, pour cause de maladies? Ben, tu ris, mais en fait, il y a eu ça. Il y a eu toute une époque où il y a eu la mise à mort des porcs créoles. Donc, pour je ne sais plus quelle maladie, mais il y a eu en effet un massacre de tous les porcs d'Haïti. Et c'était des porcs assez déjà résistants. C'était des des petits porcs. Et donc, après, il y a dû vraiment y avoir une action où je pense qu'ils ont importé de la Guadeloupe ou bien de la Martinique des porcs. Voilà. Mais à la base, le projet, c'était des porcs américains. Mais ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas, ils allaient pas résister à Haïti. Et donc, ils ont fait appel à d'autres espèces. Mais donc, par rapport à ta question, maintenant, comment ils ont fait pour éradiquer ou en tout cas diminuer le nombre de paysans et leur couper l'herbe sous le pied, sans jeu de mots? Ben écoute, Frédéric Thomas a écrit un article vraiment très très intéressant sur cette politique de développement économique anti-paysan. Et en fait, comment ça se passe? C'est comme il écrit, en fait, c'est quand vous n'aimez pas le peuple, il faut le remplacer. Et donc en fait, c'est vraiment ça en fait. Donc ils ont voulu remplacer les paysans haïtiens par de la main-d'œuvre bon marché. Dans des zones franches. Et donc, des zones franches, en fait, ils ont construit des zones comme ça, avec des activités manufacturières principalement. Et donc, ces activités, en fait, comment dire? En fait, ils ont été dans les provinces pour dire, OK, nous avons besoin de main-d'œuvre pour telle usine, ça va être un beau projet, etc., etc., etc. Et en fait, ça a provoqué
de l'exode rural. Ça a provoqué vraiment toute une déstabilisation de la structure même de la population haïtienne. Et en fait, comme un peu le projet dont je te parlais tout à l'heure avec Hillary Clinton qui disait qu'ils allaient employer 30 000 ou 60 000 personnes et puis pour finir, c'était 6 000. C'était souvent comme ça en fait. Donc c'était des belles promesses avec très peu de choses vraiment concrètes au bout du compte. Et ce système s'est vraiment mis en place aussi. Donc il y avait donc cette politique néolibérale avec les zones franches, etc. Mais il y a eu aussi, par exemple, lors de la dictature des Duvalier, il y a eu aussi toute une exode rurale parce que Duvalier allait chercher sa milice parmi les paysans. Et donc, ça a aussi très, très fort déstructuré le tissu social à ce moment-là. Et ça a mis aussi en place, au moment des Duvalier, beaucoup de suspicions entre les gens, puisqu'en fait, dans les provinces, on ne savait plus qui était tonton Macoute, qui ne l'était pas, etc. Et puis, cet exode rural aussi qui a fait que, le savoir-faire paysan s'est petit à petit perdu et les structures de solidarité paysanne aussi se sont petit à petit perdues. Et ça a engendré une modification dans les rôles, parce que les femmes avaient un rôle très important dans le monde paysan, dans la société rurale, et c'était elles pourtant qui étaient le plus appelées, là je reparle sur les zones franches, tu vois, pour être dans les usines, c'était surtout les femmes en fait qui étaient appelées pour ce genre de tâches. Et ça a vraiment, vraiment déstabilisé tout le tissu social dans les provinces. Donc, il y a eu plusieurs facteurs. Donc, il y a eu vraiment cette politique néolibérale avec les zones franches. Et puis, il y a eu aussi comment cet exode rural fait provoqué par la dictature du Duvalier. Mm-hmm. D'accord. Et parle-nous peut-être maintenant de la République dominicaine qui est juste à côté. Donc voilà, là on a une vue aérienne de Haïti à gauche, à l'ouest, et la République dominicaine à l'est. On voit bien la partie donc déforestée, enfin sans forêt, et puis la partie bien verte de la République dominicaine. Est-ce que les deux parties de l'île, donc c'est un tiers, deux tiers, il me semble, s'entendent bien et peuvent se rencontrer? Tu m'as dit qu'il y avait une frontière entre les deux parties. Qu'en est-il? Non, il y a beaucoup, beaucoup de tensions, et ce depuis très longtemps. Depuis l'indépendance, je pense, parce que le peuple haïtien a essayé de libérer ou bien de donner son indépendance à la partie est de l'île, mais ça n'a pas pu se faire. Donc entre 1804 et 1840 donc il y a eu plusieurs situations différentes dans laquelle soit la République dominicaine était avec Haïti ou bien soit sans. Et là, en fait, ça a donné lieu à pas mal de tensions, au niveau historique déjà. Et là, je pense, ça fait depuis 2013. Et la République dominicaine a mis en place une loi, qui enlève la nationalité dominicaine aux Haïtiens, mais sur plusieurs générations. Donc, c'est-à-dire là, en fait, la République dominicaine a provoqué des centaines de milliers d'apatrides, en fait. Donc là, il y a des personnes dont les parents, qui n'ont jamais connu Haïti et qui n'ont plus de nationalité, en fait. Ils sont nés là-bas, etc. Et donc, ça crée énormément de tensions. Déjà, il y a eu ça depuis 2013 et il y a eu encore une vague d'exportation de la part des Dominicains vers Haïti, de soi-disant illégaux, mais qui sont nés là-bas et qui n'ont jamais vécu en Haïti. Et la République dominicaine a commencé à construire un mur aussi. Et donc souvent, ces derniers temps, la République dominicaine ferme sa frontière, mais donc ça crée pas mal de soucis pour les Haïtiens, mais aussi pour les Dominicains, puisqu'il y a beaucoup de marchandises qui passent par les frontières. Et donc
Voilà, et là pour réagir à ça, les Haïtiens se sont mis à construire le canal de Wanament. Donc c'est une grande actualité pour les Haïtiens parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas mis ensemble pour un projet commun, et donc c'était la construction de ce canal qui, en fait, c'est le canal de Wanament, en fait, aurait dû être autant dominicain que haïtien, mais jusqu'à présent il n'était que dominicain. Et donc, avec toutes ces histoires de frontières, d'immigration, enfin, d'illégaux, etc., ben, les Haïtiens se sont mis ensemble et ont dit, ben, OK, ce canal, il nous appartient autant qu'aux Dominicains. Et donc, on va faire quelque chose, on va se mettre ensemble, et ça a donné des résultats, ça a donné ses fruits. Et voilà, mais donc, les relations sont quand même très, très fort tendues. Voilà. Donc ça, c'est la preuve que les Haïtiens peuvent se mettre ensemble, parce que aussi un des problèmes en Haïti, c'est le manque de solidarité entre les Haïtiens, entre certaines classes, puisque Haïti est une société post-colonialiste, donc c'est-à-dire où il y a eu des divisions raciales très très fortes, et principalement en Haïti, peut-être plus que dans d'autres pays, mais donc là, en fait, ce canal de Wanamène, c'est quand même aussi un symbole de réunion. Voilà aussi la devise haïtienne. Donc, comment j'ai oublié maintenant. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que il y a en fait une possibilité pour les Haïtiens de se mettre ensemble, et on le voit à travers ce travail du canal. L'union fait la force, voilà la devise. Ça ne pouvait pas m'échapper, c'est la même que la Belgique en plus. On t'entend plus, Chloé. Pardon. J'allais dire la devise nationale officielle d'Haïti, c'est la même qu'en France, liberté, égalité, fraternité. Ah oui. Rigolo, hein? Attendez, je vais vous montrer ça. Parce qu'il y a aussi l'union fait la force. Sur le drapeau, il est marqué, c'est l'union fait la force, et Oui, c'est il y a deux. voilà, Il y a deux devises. okay. Je vous laisserai aller sur la page Wikipédia d'Haïti. Est-ce qu'il y a des solutions autres? Parce que tu t'attaches et tu t'attelles à en trouver depuis quelques années avec ton site, hein, je rappelle, Couleurs d'Haïti. Donc, on tape couleur-haïti en créole, donc ayiti.com, et on tombe sur tes articles. J'en profite pour montrer encore une fois donc ton adresse mail si vous voulez joindre Nadia pour des projets en Haïti, ou pour l'aider ou pour la soutenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait concrètement pour améliorer la situation, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie souveraineté, une vraie émancipation et une productivité possible, un vivre ensemble possible, une vie économique viable et sociale viable en Haïti? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, tu penses? Quelles sont les solutions? Premièrement, il faut appuyer ce qui se fait déjà, parce qu'il y a des personnes vraiment très engagées là-bas, qui ont des projets extraordinaires. Donc moi, en fait, sur le site est une plateforme de sociofinancement. Donc le site, en fait, est divisé en 3 parties. Il y a une partie avec des articles d'experts. Donc pour l'instant, j'en ai écrit plusieurs, mais c'est ouvert. Donc en fait, toute personne qui a quelque chose d'intéressant à écrire sur Haïti, à publier, peut me demander une publication d'un article sur le site. Il y a une partie avec des interviews de personnes engagées sur place, des interviews sur tous les sujets, hein, donc autant géopolitique, politique, mais la culture, l'éducation, l'environnement, etc. Et ça permet aussi de faire connaissance avec certains porteurs de projets, justement. Et dans les porteurs de projets, mais donc, comme c'est une plateforme de sociofinancement, qui est amenée à prendre de l'ampleur, hein, parce que le projet est assez récent. Là, le site a été publié seulement au mois d'avril, donc c'est tout récent. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de projets qui sont publiés, mais là, je suis en discussion avec pas mal de personnes pour pouvoir justement
publier leurs projets et que ça devienne vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Et donc, ben, voilà, c'est certain que d'appuyer ce qui se fait déjà. Donc là, par exemple, je pense à Yvon Janvier qui a un institut voilà, celui-ci, ILEA, Institut de leadership et d'action humanitaire, qui est en fait un institut pour qu'enfin des Haïtiens puissent réagir en cas de catastrophe humanitaire. Et c'est le premier institut dédié à ça en Haïti, alors que c'est un pays où il y a quand même régulièrement des ouragans, des tremblements de terre, etc. Et voilà, je pense que c'est vraiment un projet avec un impact pour les Haïtiens, pour la souveraineté d'Haïti aussi, puisque ben, cet institut est destiné à devenir ben, justement une ONG qui sera capable de répondre à des appels à projets en Haïti, donc en connaissant bien le contexte, etc. Il y a le projet de James Vergniaud qui est un terrain expérimental en agroforesterie syntropique. Donc, c'est-à-dire, il est en train de faire un projet pour régénérer la terre d'Haïti, puisque tout à l'heure, tu montrais la photo par rapport au déboisement entre Haïti et la République dominicaine, mais la situation environnementale en Haïti est vraiment catastrophique. Ce qui est dit, c'est qu'il ne reste que 2% de la couverture terrestre en Haïti. Et en effet, quand on va là-bas, ben, dans certaines régions, on voit vraiment que toutes les montagnes sont complètement dénudées et il y a vraiment des glissements de terrain qui se font. Donc, quand il y a la pluie, c'est vraiment une catastrophe dans certaines régions. Et il y a de moins en moins de terres fertiles à cause de ce problème de déforestation et d'environnement. Et donc là, ben, c'est un projet justement pour comment former les gens, pour sensibiliser les gens et pour expérimenter aussi un modèle de régénération des sols d'Haïti. Voilà. Et donc là, il y a encore d'autres projets qui sont en cours, il y aura un projet pour la publication d'un média sur place qui fait un très bon travail, qui s'appelle Derrière Mon Info, qui est un média qui a vraiment décidé d'être engagé pour le peuple haïtien et de donner une information objective. Il y aura encore d'autres projets également, donc voilà, plus des projets soit dans l'agriculture, etc. Mais le but, c'est d'augmenter tout ça, d'augmenter la portée des contributions. Et alors, le site aussi se veut, c'est pas seulement pour des dons financiers, cette plateforme de sociofinancement, c'est aussi un site qui permet justement de s'impliquer avec les ressources, avec les ressources qu'on a. Donc, ça peut être des compétences. Donc là, par exemple, je pense qu'il y a des compétences, que ce soit au niveau de l'agroforesterie, enfin de l'agriculture, de la permaculture, du low-tech. Je pense qu'il y a des compétences qui pourraient vraiment être utiles en Haïti, au niveau de la solidarité internationale, etc., la gestion des risques, etc. Donc voilà, donc il y a aussi possibilité d'offrir ces compétences, d'offrir d'autres types de ressources. Donc n'hésitez pas à contacter les porteurs de projets, à me contacter en disant ben voilà, moi j'ai des compétences, j'ai des ressources que je peux offrir pour tel ou tel projet. Voilà. Et sinon, ben pour vraiment, je dirais, faire en sorte que Haïti se porte mieux. Je pense que c'est vraiment une question aussi de changement des perceptions sur Haïti, dans le sens où ben, ce faux narratif qui décrit Haïti comme un pays victime, qui a besoin de sauveurs et qui a besoin de développement, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il y a des gens vraiment compétents et vraiment engagés sur le terrain qui, eux, ben, sont sur le terrain et font le travail, ne détournent pas l'argent. Voilà, donc voilà, il y a vraiment ça aussi en fait. Hein. Donc les personnes que tu présentes évidemment sont des personnes non corrompues, non corruptrices Ben voilà, non plus, exactement. qui tiennent à leur pays et qui veulent le faire prospérer pour le bonheur Exactement. du peuple, de la population. Oui, 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 oui.
Donc voilà, la prochaine fois que vous entendez parler d'Haïti, ne pensez plus Haïti, pays victime, pas de chance. Donc voilà, Haïti, c'est une plateforme pour tous les trafics et c'est pour ça que ce pays est dans cette situation. Haïti, c'est un pays où l'ingérence étrangère fonctionne avec la corruption d'une petite élite sur place qui maintient la population vraiment en otage. Donc Haïti, c'est un pays en fait où la population voudrait simplement pouvoir vivre dans les provinces, être tranquille, faire ce qu'elle a à faire tout simplement. Et elle en est empêchée. La population en est empêchée. Pour l'instant, c'est les groupes armés, mais avant, c'était les actions de la corruption dans l'humanitaire. C'est beaucoup de choses en fait qui empêchent le peuple haïtien. Mais en tout cas, ce n'est pas inhérent au peuple haïtien. Il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a eu des politiques économiques qui ont été mises en place et la situation actuelle est le résultat de tout ça. Donc, Haïti, c'est pas que Haïti n'a pas de chance. Haïti, c'est juste que Haïti a été le premier pays à avoir pris son indépendance dans un contexte complètement raciste. Et voilà. Et donc, et qu'on fait toujours payer à ce pays cette demande de liberté parce que c'était au moment c'était au moment de la déclaration des droits de l'homme que Haïti a pris son indépendance. C'était plus ou moins au même moment. Et le peuple haïtien a dit à la terre entière, ce sera les droits de l'homme, mais ce sera les droits de tous les hommes, des hommes noirs aussi. Donc, c'est quand même un acte très, très fort par rapport au peuple haïtien. Donc, voilà. Bravo Haïti. Moi, je ne savais pas que c'était la première terre, la première révolution d'esclaves réussis, la première terre d'hommes libres, hein, finalement. Et le premier empereur, hein, puisqu'en fait, comme l'armée des esclaves d'Haïti ont battu l'armée de Napoléon qui était empereur, donc celui qui était général en chef des armées d'Haïti s'est nommé empereur aussi. Mais donc, en fait, il est allé très très loin en fait dans sa vision parce qu'il a dit que les personnes de n'importe quelle nationalité, si elles viennent en Haïti pour chercher de la liberté, elles seront considérées comme des Haïtiens. Donc, en fait, il a ouvert cette perspective de liberté à toutes les personnes qui cherchaient vraiment une vraie liberté, quoi. C'était devenu un pays d'accueil, tout simplement. Qui a été malmené. Mais les Haïtiens n'ont pas dit leur dernier mot. Donc, oui. Vous pouvez les contacter maintenant via Nadia, vraiment. Nadia Dor, donc Dor, c'est ton nom de famille ou c'est ton pseudo, en fait? Non, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom de famille. Magnifique. Tu portes très bien, Nadia. Pour ceux qui se posent la question, mon point ici, c'est une tâche de naissance. Je ne suis pas gourou d'aucune secte. Ah oui, j'ai même pas pensé. C'est bien de le préciser. Là, on va passer, je vais te montrer donc quelques photos de toi. Donc, Nadia avec un masque, voilà ce que ça donne. Ça, c'est le carnaval en Haïti. Oui, voilà. Ah ben dis donc, il faut avoir les épaules là pour porter le masque, un masque de cette taille. Et puis Haïti, c'est aussi ça. C'est aussi la plage, c'est aussi les montagnes, c'est aussi les beaux paysages. Ça n'est pas que la misère, ça n'est pas que les gangs armés, ça n'est pas que la désespérance. Et grâce à la connaissance, eh bien, on se libère. Et Victor Hugo le disait, hein, la liberté commence où l'ignorance finit. Donc, merci à toi, Nadia. Grâce à toi, notre ignorance recule et nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit, parce qu'Haïti n'est pas le seul à vivre cette prise d'otage, cette mise en otage de sa population. Et j'en profite pour dire qu'il ne faut pas confondre un gouvernement avec son peuple. Et il faut bien regarder d'où viennent les directives et à quel point les pays sont sous ingérence étrangère, en particulier américaine. On verra ce que ça donne avec Trump. Mais en attendant, un peu de connaissance, un peu d'éveil de conscience, un peu de courage ne font pas de mal à l'équation. Et merci beaucoup, Nadia. On va se quitter avec une chanson que tu as choisie qui s'appelle dis-le toi plutôt parce que je ne M'raille misère. M'raille misère, ça veut dire je déteste la misère. Ben voilà, M'raille misère. Voilà. Et je vous dis à bientôt, Nadia, n'hésite pas. Donc pour contacter Nadia une dernière fois, je vous montre le mail
info@couleur avec un s-haïti.com et le site couleur-haïti.com. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Je te souhaite une très bonne soirée, Nadia. Je te remercie encore pour tes Merci à toi, Chloé. Merci à toi, Chloé, et merci à tout le monde d'avoir écouté, d'avoir regardé. Merci beaucoup et merci à vous qui nous regardez. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. M'aime gen sécurité, m'aime gen visa well, m'aime gen tata well, l'esclavage inauguré, l'État administré, ONG encouragé, religion baptisée, grand bourgeois utilisé, impérialiste corel. M'aime pas yon l'oreille qu'à l'étendé, m'aime pas saute dans ciel, bon Dieu tendé, m'aime pencher dans coin la rue tendé, m'aime pas petit mi sans gado tendé. M'aime gen Baptiste, m'aime gen partenaire, m'aime gen gardien, m'aime gen sécurité, m'aime gen bizawel, m'aime gen tatawel, m'aime qu'on prend la main, m'aime qu'on traverse les frontières, prend avion la Chili, Banque mondiale financière, FMI protéger les Nations Unies, absivé, raï, m'aime, raï, m'aime, raï, m'aime, raï, misère. Raï, m'aime, raï, m'aime, raï, m'aime, raï, misère. M'aime, raï, m'aime, raï, m'aime, raï, misère. Raï, m'aime, raï, m'aime, raï, m'aime,